belle et heureuse année 2024 à tous. Je vous la souhaite prospère. Bien le bonjour et merci d'être sur STV. Ce dimanche, nous parlons de l'adresse du chef de l'État à la Nation. Dans son traditionnel discours prononcé le 31 décembre, Paul Biya a évoqué divers sujets. Grève des enseignants, crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, questions énergétiques, problématiques de détournement de deniers publics. Le chef de l'État a-t-il vu juste? L'image décrite par lui est-elle le reflet véritable de la société camerounaise telle que vue et vécue par les Camerounais en 2023? Ce discours permet-il d'espérer en 2024 des jours meilleurs? On parlera également de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions qui descendent dans l'arène ce 15 janvier. Comment permettre aux poulains de Rigobertson de donner le meilleur d'eux-mêmes? On parle de ces deux sujets avec vous. Joseph Tafo, vous êtes juriste, vous êtes également militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, compagnons ainsi qu'aux Camerounais qui nous écoutent ce matin. C'est toujours avec plaisir que nous sommes sur le plateau pour vous présenter le parti de la Renaissance. Alors, le 17 janvier 2024, ça va faire un an exactement que la dépouille de l'homme de Média Martinez Ogo a été retrouvée dans un état horrible vers soi. C'est une banlieue de la capitale politique Yaoundé. Quels commentaires vous inspirent les différents développements qu'il y a eu autour de cette affaire les 12 derniers mois? Et quand vous dites retrouver dans un état horrible, c'est peu dire, parce qu'il faut retenir que ceux qui ont posé cet acte ont voulu passer un certain nombre de messages. Le premier qu'ils voulaient nous faire entendre, c'est de méfiez-vous de nous. Nous sommes prêts à faire tout ce que nous voulons sur l'être humain. Le deuxième, c'est de faire comprendre qu'ils n'ont peur de personne. Et le troisième, le plus important, c'était de nous démontrer surtout qu'ils sont des inhumains, parce qu'il faut ne pas avoir du cœur pour faire subir à Martinez Ogo ce que nous avons vu. Et quand nous avons été encore au courant très récemment des résultats de l'autopsie, on s'est dit on a affaire à des personnes qui, je ne sais pas si je vais dire cruelles. Alors maintenant, quand vous voyez le monde qui a eu, surtout au niveau de la justice, où il y a eu des fausses, vraies ordonnances, ainsi de suite, et après on change le juge d'instruction, on a bien peur que c'est ceux-là qui, à la fin, risquent d'avoir raison, parce que 12 mois après son décès et près de 10 mois après l'ouverture de l'information judiciaire, c'est vrai que le délai n'est pas encore épuisé, mais tel que les choses se passent, on n'a pas l'impression que vraiment la justice doit être rendue, surtout qu'elle est encore inféodée au pouvoir exécutif. On a bien peur que la vérité ne soit pas dite à temps, et c'est encore bien dommage, ça fait davantage peur, parce que quand on voit de quelle façon cet enlèvement, cet assassinat a été opéré, on s'est dit ça devient très très compliqué pour la République. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci d'être là. À côté de vous, nous recevons le docteur Marcel Simo. Elle est sociologue, enseignante, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Belle année 2024, docteur. J'ai envie de dire également bonne année 2024, Léla. Bonne année aux copanélistes présents. Bonne année aux millions de spectateurs de la chaîne STV. Alors, Jeune Afrique, sur son site, annonce le 11 janvier que le patron de la Commission des droits de l'homme est accusé de harcèlement sexuel. Selon le journal, une collaboratrice de 28 ans de James Mwangeko Bila a porté plainte contre ce dernier. Alors, en tant que femme, quel est le regard que vous portez sur la façon dont la justice camerounaise traite des cas de harcèlement sexuel? Et en tant que sociologue, quelle est l'analyse que vous faites du regard de la société camerounaise sur cette problématique, les cas de harcèlement sexuel, notamment harcèlement des femmes? Merci déjà d'avoir dissocié les différentes explications ou du moins perceptions de la chose, parce que j'ai eu peur qu'on devrait entrer très vite dans le sujet, parce qu'il est accusé et puis du coup généralement lorsque on parle d'accusation, j'aime bien demander aux uns aux autres de se calmer et qu'on laisse la justice faire
ce qu'elle a à faire. Et puis, une fois qu'il sera déclaré coupable, on portera des actions qu'il faut poser. Maintenant, le regard général de la femme sur le plan de l'harcèlement, il faut bien déjà reconnaître que le regard de la femme sur le cas du harcèlement sexuel au Cameroun. Surtout, voilà, au Cameroun. J'ai même voulu dire de manière professionnelle parce qu'au Cameroun, des femmes vivent régulièrement ce phénomène d'harcèlement et on ne mesure même pas l'ampleur, la difficulté ou le poids que cela fait sur l'individu qui est harcelé, qui est à la limite insulté, parce que lorsqu'on vous harcèle, on a l'impression qu'on ne veut plus prendre en compte votre personnalité, on ne voudrait plus prendre en compte votre identité, on ne voudrait plus prendre en compte votre point de vue. On vous oblige à faire malheureusement ce que vous ne devrez pas faire. Et je crois que la société camerounaise et africaine de manière générale devrait non seulement mettre l'accent sur l'écoute des femmes, parce que très nombre de femmes aujourd'hui ont des difficultés dans des milieux professionnels, ont des difficultés même dans des foyers, parce que des femmes parfois même sont harcelées, j'ai pas envie de dire violées par leur mari dans des foyers. Donc il faudrait que... Est-ce que la justice camerounaise reconnaît le viol dans un couple marié? Oui, je crois que la justice camerounaise reconnaît... En fait, il y a des termes juridiques, hein, si on en a, qui sont clairs, qui mettent en évidence le viol dans un couple. Parce que le rapport sexuel, c'est consentant, c'est naturel, c'est volontaire, c'est spontané. Mais maintenant, lorsqu'il y a une partie qui n'est pas en accord avec vous, du coup, ça peut s'apparenter à un viol. Mais je voudrais attirer l'attention simplement de l'État, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme et de la Famille, en fait, l'État du Cameroun, à mettre l'accent sur les aspects concrets d'harcèlement, de viol ou comment je vais appeler ça, d'émancipation de manière générale de la femme dans la société camerounaise. Il faudrait bien qu'on mette l'accent là-dessus parce que des femmes se meurent de jour en jour. Le taux de féminicide a pris de l'envol. Les femmes n'arrivent plus à s'exprimer parce qu'elles ne savent plus à qui elles vont parler. Mais d'où vient cette banalisation? D'où vient finalement cette banalisation? Oui, j'ai peut-être envie de dire qu'elles se disent qu'en allant porter plainte, on ne va rien faire. Mais c'est dommage, j'ai envie de dire ça. Mais je leur dis chaque fois dans les organisations, dans les associations, non, ne pensez pas comme ça. On a des ONG qui luttent pour les femmes, on a des associations qui sont là pour la défense des droits des femmes, on a des groupes, même religieux. Mais est-ce que c'est possible pour une femme qui travaille dans X entreprise, qui est harcelée peut-être par son supérieur hiérarchique, est-ce que c'est possible pour elle de porter plainte sans pour autant perdre son travail? Oui, je comprends où est-ce que vous voulez arriver, mais moi je crois que la difficulté va résider au niveau, par exemple, des preuves. Parce que si on répond par l'affirmative rapidement, c'est possible. Et chaque femme, vous comprenez ce que je veux dire, des femmes vont même construire des harcèlements. Il faut bien qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Des femmes vont construire des harcèlements. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu universitaire avec des étudiantes filles qui se font harceler par des collaborateurs. Moi, je le dis honnêtement, ça arrive. Et à l'université? Dans les universités, partout où je passe. Qu'est-ce que je leur dis? Soyez simplement futés, soyez avertis, arrangez-vous avant, parce qu'il est souvent difficile lorsque nous n'avons pas de preuves. Cas d'une étudiante qui se fait harceler, par exemple, par son professeur. Oui, les possibilités d'avoir des preuves sont plurielles. Il y a plusieurs moyens d'avoir des preuves. Je veux dire, il y a des notes qui en pâtissent. Non, mais il y a des moyens pour avoir des preuves. Je vous assure. Non, pour les notes qui en pâtissent, vraiment, le système universitaire a mis une stratégie sur pied qui ne permet pas à l'enseignant de savoir la feuille de qui il corrige. Il va simplement peut-être vous affecter au niveau des CC ou des TPE, donc des notes individuelles qu'il transmet lui-même. Mais je vous assure, au niveau de l'examen, vous pouvez vous délaisser, désortir de ces griffes. Mais moi, ce que je dis aux étudiants, généralement, c'est qu'on est dans les nouvelles technologies aujourd'hui. Vous avez des téléphones extrêmement avancés aujourd'hui, et avec ces téléphones et avec leur usage, vous pouvez rapidement et stratégiquement avoir des preuves sur des actions qui peuvent coincer quelqu'un qui est mal intentionné. Merci en tout cas, docteur Marcel de Simon, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Xavier Messé. Il est journaliste, il est le directeur de publication du journal Le Calam. Le Calam, bonjour et belle année 2024 à vous. Merci Léa, bonne année.
Alors, avec vous, on parle du décès du professeur Joseph Oona, professeur de droit, membre du Conseil constitutionnel. On a pu lire les hommages de la classe politique et même les hommages de Maurice Kamto. Et il y a justement Jeune Afrique, je reviens avec Jeune Afrique encore, qui écrit « Maurice Kamto a ainsi opté pour l'apaisement, l'opposant à éviter de tomber dans le piège de la rancœur ». Commentaire. D'abord, il faut commencer par dire que le Cameroun a perdu un très grand homme de science. Il n'appartenait plus seulement au Cameroun, il a travaillé énormément pour d'autres pays africains pour lesquels il a rédigé des constitutions. Alors quand on perd quelqu'un de ce rang, de ce niveau, pour le fabriquer, il a fallu beaucoup d'années. Quand on le perd, j'ai l'habitude de dire que en chaque Camerounais repose un Joseph Oona, parce que non seulement il a contribué à former des milliers de Camerounais, et puis ces milliers de Camerounais qui ont fabriqué également, qui ont construit des familles. Et donc ça veut dire que leur manière d'agir, leur manière de se comporter, est peut-être ce qu'ils ont reçu également de Joseph Oona. Et bon, maintenant, pour revenir à... Vous avez bien compris que Jeune Afrique fait mais la oui. comparaison. Vous savez, moi, je voulais qu'on puisse séparer les choses. Lorsque quelqu'un comme le professeur Joseph Oona disparaît, il y a un temps pour lui rendre hommage. Il y a un temps pour dire ce qu'il a fait, pour lui reconnaître, n'est-ce pas, les valeurs qu'il a apportées au Cameroun. Passé ce moment-là, si les gens estiment qu'il faut déterrer quelques aspects qu'on pourrait considérer de négatifs, on en parle. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut chercher absolument une polémique sur chaque propos que Maurice Kamto sort. Maurice Kamto, c'est un universitaire, comme Joseph Oona l'a été. On l'a accusé d'avoir mélangé entre l'hommage et la critique à Hubert Monondiana, qui était son collègue. Ils ont oublié qu'au début des années 90, ils étaient non seulement amis, mais ils ont eu un débat intellectuel. Et maintenant, on scrute chaque phrase, chaque mot que Maurice Kamto va sortir sur un intellectuel qui disparaît comme ça pour dire que voilà, il ne reconnaît pas ceci ou cela. Moi, je voulais pas jeter l'opprobre à Jeune Afrique qui cherche la petite querelle, la petite bête pour alimenter le débat politique au Cameroun. Je veux dire, la comparaison que fait Jeune Afrique, elle est bien réelle. On a vu l'hommage que le professeur Maurice Kamto a rendu au professeur Monondiana quand il est décédé. On a également pu l'hommage ô combien flatteur rendu au professeur Joseph Oona. Justement, je vais dire que s'il n'y avait pas la petite bête à chercher, l'hommage que Maurice Kamto avait rendu à Hubert Monondiana, il n'y avait rien de mauvais. Moi, je l'ai lu, je l'ai apprécié, il n'y avait rien de mauvais. Ressortir un élément, un petit élément pour dire, ben oui, voilà, on pourrait dire aussi ça de Joseph Oona. Parce que Joseph Oona a eu une trajectoire scientifique, académique, irréprochable. Maintenant, la presse lui attribue aussi certaines choses. Aujourd'hui, le thème halogène, est-ce qu'il fallait tout simplement qu'il restât scientifique sans toucher à la politique? Mais ce qu'on pourrait reprocher demain après à Joseph Oona, on le reprocherait aussi à Hubert Monondiana. Chaque fois qu'un homme de sciences universitaire met ses mains à la politique, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre. Il n'y a pas de. C'est un monde de rapaces. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon dans ce. Maurice Kamto ne s'est pas racheté parce qu'à mon avis, il n'a pas commis de faute. Si vous relisez attentivement l'hommage que Maurice Kamto a rendu à Monondiana, mais il a reconnu la valeur scientifique de l'homme, la valeur morale de l'homme, mais parce qu'il a dit qu'il s'est trompé à un moment donné, ben, c'est son appréciation. Ne fallait-il pas qu'il dise qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire? Parce que si vous menez une vie politique normale, vous menez une vie scientifique normale, il suffit que vous placez, mais vous vous rappelez ce qui a valu à M. Aïdjo quelques rancunes au Cameroun. Il a mené une vie politique que tout le monde a appréciée, mais parce que un jour, il a dit que si ce sont mes partisans, ils gagneront. Cette petite phrase qui peut être de trop peut vous gâcher toute une vie. La preuve, Aïdjo, ses restes ne sont jamais revenus au Cameroun à cause de cette petite phrase on dirait qu'il a raté la dernière marche qui devait le mener vers la gloire. Maurice Kamto a reconnu la valeur scientifique et morale de Hubert Monondiana.
Mais il a dit qu'il y a eu un mélange de genres entre l'homme de science qu'on connaît et qu'on apprécie et qui a choisi de faire la politique du côté qui ne lui ressemblait pas. Oui, alors, la trajectoire n'était pas très éloignée également de celle du professeur Joseph Aouna. On lui connaît également des thèmes comme... Il a tiré, moi je ne suis pas son communicateur, je ne suis pas le communicateur de Maurice Kamto, je crois qu'il a tiré les leçons, il a tiré certainement les leçons de cette avalanche du tollé qu'il y a eu sur cette sortie-là. Ici, Jeune Afrique estime qu'il a rectifié, bon, il faut encore mettre rectifié entre guillemets, parce que... à éviter de tomber dans le piège de la rancœur. Oui, mais vous savez, quand on fait de la politique, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Il a fait une très belle sortie pour rendre hommage à Joseph Aouna. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, quand on va encore fouiller dans les poubelles pour dire que il a tiré des leçons, il s'est bien comporté. Moi, je crois que Maurice Kamto est quelqu'un de très intelligent, il sait où il place ses mots. Très bien. Merci en tout cas, M. Xavier Messé, d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Hilaire Zipan. Il est le président par intérim du MP. Bonjour, M. Zipan. Ça va faire 2 ans que vous avez pu revu sur ce plateau. Bonjour Leila. Je précise juste que le réalisateur était très content et il a crié fort lorsqu'il vous a vu franchir le pas du studio. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette chaîne de télévision. J'adresse mes vœux les meilleurs à tous vos millions de téléspectateurs. C'est vrai que ça fait 2 ans à peu près que je ne suis pas passé sur cette chaîne de télévision. C'est pas faute de temps, c'est pas faute d'envie, mais c'est l'activité politique qui m'a conditionné comme ça. Pour faire simple, parce que je sais que les gens sont curieux de savoir la raison. Après le départ de Jean-Jacques Ekindi le 30 avril 2020, nous avons accueilli ça avec beaucoup d'amertume. Il fallait d'abord se ressaisir, accuser le coup, se ressaisir, voir dans quelle mesure on doit faire. On avait 2 choix, soit aller comme lui à ORDPC, ce que nous n'avons pas choisi, puis soit essayer de reconstruire. Vous savez, quand vous avez eu un mentor qui a bâti le parti, qui a donné un sens idéologique au progressisme dont nous sommes aujourd'hui pratiquement les héritiers, c'était pas facile. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il fallait donc s'organiser à l'interne. Vous savez, les gens regardent les appareils politiques de très loin. Les appareils politiques sont très compliqués parce que c'est des siècles de pouvoir. Et toute position est très très difficile à être arbitrée par quelqu'un. La deuxième, c'est qu'on adhère dans un parti politique. Ce n'est pas un emploi. À STV, vous manquez à votre emploi, on vous met dehors. Donc quelqu'un est libre de venir ou de partir. Ces 2 éléments ont permis à ce qu'aujourd'hui, et je peux le dire avec beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup de guerres internes. Beaucoup de guerres internes parce que d'abord, qui avait le mandat de parler au nom du mouvement progressiste, il y avait ce débat-là. Puis nous avons regardé les statuts et puis il n'y a aucune disposition dans les statuts qui estimait que lorsque le coordonnateur général va démissionner, voilà celui qui remplace. Mais en principe, j'étais au point de vue national la personnalité qui avait un rang et un grade pour occuper cette fonction par intérim. Ce que je l'ai fait. J'ai refusé de passer de position de convoquer une convention parce que ça permettait que j'étais en même temps dans la logique de pouvoir m'accaparer du parti. Mais j'ai choisi de pouvoir rassembler. Mais il y avait des courants qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Nous sommes passés par les tribunaux. Mais j'ai choisi de ne pas communiquer. Et je me félicite que beaucoup de camarades ont choisi, quand bien même ils étaient dans des démarches juridiques, de ne pas communiquer. C'est bien. Et enfin, donc, le 6 janvier 2024, nous avons donc réussi, au terme de beaucoup de soubresauts, à obtenir le petit récépissé qui manque à toutes les formations politiques, vous autorisant à organiser une manifestation publique qui sanctifie certainement toutes les résolutions que vous allez prendre au cours de cela. C'est un document simple, fort simple, hein, qui est dans une petite phrase signée par le sous-préfet, mais qui a tout son pesant d'or pour toute la construction de la paix. Nous avons eu ce document et vous avez vu quelques images. Je rappelle en passant que ce n'était pas une convention, mais comme ça regroupait l'ensemble de toutes les délégués des régions venant de l'extrême nord, ça, on a pu mettre en place ce qu'on appelle le Brand Rest, c'est-à-dire qu'un comité qui est tout autour de ma personne, composé d'une dizaine de personnes. Ensuite, un comité qui rassemble tous les délégués venant d'ailleurs. Et c'est comme ça que nous allons donc maintenant nous projeter, naturellement, à une convention. Je terminerai, ça fait 2 ans, vous n'allez pas quand même vous couper. Non, je ne vais pas vous couper, je veux vous relancer parce qu'on va passer peut-être 5 minutes. Laissez que les Camerounais en ont besoin de cette clarté-là. Oui. Donc, de cette manière-là, on a essayé de trouver les résolutions qui permettent en ce qu'à tout moment, parce que le calendrier électoral est détenu seul par M. Biaye pour convoquer à tout moment. Mais maintenant, nous avons des instances qui nous permettent d'abord, d'une part, de signer tous les alliances dans les plateformes. Ensuite, de nous projeter au cas où il y a élection anticipée ou au cas où
les camarades de Dr Simo décident d'organiser les élections, ce serait une bonne chose. Nous sommes tout à fait prêts. Et je voudrais ne pas sortir là sans ne pas m'apaisantir sur quelque chose d'extrêmement important. Dites-nous. STV a couvert cet événement. Vous étiez à Yaoundé, nous étions à Yaoundé à Elekam. J'espère que vous avez diffusé, naturellement, parce que j'ai vu STV. Les 7 partis politiques extrêmement importants du Cameroun ont rencontré Elekam. Et c'est même la raison pourquoi j'ai choisi de passer à STV, pour te faire la fleur. D'abord, je voudrais ici très clairement dire que quand vous avez des dispositions légales en la matière, il faut exploiter tout ce qui est à votre faveur. Nous avons choisi d'aller vers l'ECAM parce que nous pensons que la loi électorale n'est pas parfaite, c'est vrai. Mais il y a des dispositions à l'intérieur que nous pouvons exploiter de commun accord, c'est-à-dire entre nous et l'ECAM. Et je remercie, il faut le dire très honnêtement, le président du conseil électoral, la vice-présidente et les autres membres du conseil qui ont décidé de nous recevoir. C'était jeudi le 11. Ensuite, je remercie le directeur général des opérations de l'ECAM et son directeur général adjoint. Pourquoi je les remercie? Parce qu'ensemble, on va y aller rapidement, on a la solution. C'est très important. Même après ça, si vous ne donnez plus la parole. Non. Non, je vais dire que c'est passé également en reportage. Oui, en reportage. C'est très important parce qu'il faut qu'on explique le fond. Il faut qu'on explique le fond. Oui. Nous avons trouvé d'un commun accord, conformément à l'article 80 du Code électoral, la manière de publier enfin la liste alphabétique des 7 380 000 électeurs inscrits. C'est très important, Léla. C'est-à-dire que, ensemble avec l'ECAM, nous allons utiliser le site des 7 partis politiques les plus importants du Cameroun pour publier, conformément aux dispositions légales, la liste des 7 381 000 inscrits. Autrement dit, si vous êtes inscrit depuis, lorsque nous allons présenter ce site, vous cliquez, vous avez votre nom et vous savez où vous êtes inscrit. C'est une grosse avancée, Léla. Ça évite les polémiques inutiles. Ça permettra que lorsque les 7 partis, nous allons faire la caravane nationale, sous l'égide bien entendu, et là il faut le féliciter, de Hermine Tomaino Ndamjoya qui est notre porte-parole, lorsque nous allons faire la tournée nationale, tous ceux qui auront la capacité de s'inscrire feront confiance ne serait-ce que sur la technicité de l'inscription. Reste entier certaines dispositions du code électoral. Mais il faut le dire, ces 7 partis travaillons ensemble avec l'ECAM. Donc il n'est pas parfait. Donc on peut reprocher beaucoup de choses. Mais je voudrais dire en politique, sur ce point-là, oui, c'est le compromis qui est plus important. Ce n'est pas les invectives, ce n'est pas en se dénonçant, ce n'est pas en écriant, ce n'est pas en venant sur les plateaux de télévision, comme cette chaîne de télévision, raconter sa vie privée du matin au soir. Nous ne sommes pas d'accord sur certaines dispositions du code électoral, mais au moins sur l'avancée. En ce qui concerne les inscriptions sur l'électoral, je dis aux Camerounais, allez vous inscrire. Là, je vais vous terminer par un point. Lorsque nous avons vu les chiffres... Ça fait 5 minutes que vous dites que vous terminez. Oui, c'est très important. Lorsque nous avons vu les chiffres, je voudrais dire aux Camerounais, arrêtez de vous agiter mieux que vous ne pensez. Il y a 2 680 000 jeunes qui ont moins de 30 ans qui sont inscrits sur les listes électorales. Quand j'ai vu ces chiffres-là, je suis sorti de mes gonds. Ça veut dire que beaucoup de gens, on bavarde beaucoup. On est des jeunes. Les premiers ministres sont 34 ailleurs, mais au moins on n'est pas inscrit sur les listes électorales. Et je le dis avec autorité. Dorénavant, celui qui n'a pas sa carte d'électeur n'a pas droit au débat. Merci. Alors, Hilaire Zipan, j'aimerais qu'on revienne au MP, au mouvement progressiste, parce que vous n'êtes pas là en tant que représentant de la plateforme des 7 partis politiques, mais vous êtes là en tant que président. Non, je vous invite en tant que... Je vous ai invité en tant que président par intérim du MP. Donc, on revient au MP. Vous n'allez pas m'enlever le plaisir de vous taquiner. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous comptez utiliser le départ de Jean-Jacques Ekindi? Je rappelle qu'il est l'un des fondateurs du mouvement progressiste et qu'il est parti pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti qu'il avait quitté pour créer le mouvement progressiste, il a encore quitté une nouvelle fois pour rejoindre le RDPC. Comment est-ce que vous comptez utiliser son départ? Est-ce que ce sera une force ou une faiblesse? Madame Léla, je voudrais vous rappeler que M. Jean-Jacques Ekindi est polytechnicien de Paris. Il est suffisamment intelligent pour assumer ses actes. Je vous le dis très clairement. Donc ne m'emmènez pas dans une voie où ce n'est pas la mienne. Première chose. Non, en fait, je parle du MP. La deuxième, Madame Leila, je vous réponds avec froideur. C'est pour ça que j'ai attendu 2 ans. Je n'ai pas adhéré auprès des syndicats électoraux et des PC. J'ai adhéré au MP quand il a créé le MP. C'est une preuve, s'il en a des besoins, qu'il a formé des gens.
et qu'il était dans l'incapacité, je le dis bien, j'utilise le mot dans l'incapacité de partir avec l'UMP. Preuve qu'on peut tenir tête. Il y a un certain nombre de débats que je ne ferai pas avec tant que M. Kindi est vivant ou tant que je suis vivant. Je ne sais pas lequel partira le premier. Mais j'ai partagé pendant 30 ans beaucoup de secrets avec le coordonnateur généralement progressiste. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que je vais le révéler. Deuxième élément que je voudrais dire, c'est que le fait qu'il soit rentré à RDPC n'engage que lui. Nous sommes restés au MP. Et la troisième, c'est que on peut être une girouette à condition qu'on montre la direction. Mais est-ce que le MP était une excroissance du RDPC? Vous voyez que ce n'est pas une excroissance. Non, je veux dire le mouvement progressiste aujourd'hui, après le départ de Jean-Jacques Kindi, comment est-ce qu'il se définit? Est-ce que c'est un mouvement d'opposition? Est-ce que c'est un mouvement progressiste en rapport avec les idées du RDPC? J'ai hâte de vous répondre. Allez-y. D'abord, le MP, c'est un manifeste, oui. C'est une idéologie, oui. Et c'est un programme. Nous l'avons dans des documents attestés. Ce n'est pas le lieu ici. Nous avons l'un des rares partis au Cameroun qui avons un manifeste, une idéologie et un programme. D'abord, c'est bâclé dans des documents. Donc ça veut dire que celui qui adhère au MP a le sens du vent au comment avancer. Deuxième élément, ce n'est pas une excroissance du RDPC, sinon il serait parti avec le MP. Donc, je veux dire mouvement progressiste en rapport avec les idées du RDPC, parce que le progrès, si vous voulez que je vous aide. Je vous aide. Il part du RDPC. Madame Leila, vous parlez à un politicien, vous parlez à un politicien. D'accord. Lorsque vous entrez dans la scène politique, vous choisissez l'idéologie dans laquelle faire. Nous sommes un parti de progrès. Nous prenons ce qui est bien, ce qui est fait, comme tout à l'heure je vous ai expliqué sur le code électoral, et nous critiquons ce qui est incomplet. C'est ça être un progressiste. Ce n'est pas de dire non ou oui en permanence. C'est pas systématique. On peut appartenir au parti au pouvoir, s'en séparer et revenir. Il y a dans la scène politique des hommes politiques qui étaient au gouvernement quand nous étions à l'opposition, qui nous ont retrouvés à l'opposition. Mais pour peu qu'ils ont fait une rupture avec le parti au pouvoir, nous les acceptons en tant que tels. On ne juge pas un homme par son passé, mais pas les actes qui permettent d'avancer. Madame Léla, je ne veux pas vous faire tout un coup. Vous êtes parlé à un politicien extrêmement avéré. Bien sûr, je prends des notes. Bien sûr. Voilà, prenez bien les uns les nôtres, mais n'amenez pas dans un chemin qui me semble tout à fait très intéressant. Mais je voudrais terminer pour dire que Madame Léla, je voudrais dire très clairement qu'un homme politique, c'est l'ensemble de ses actes interprétés dans sa continuité pendant tout son exercice. L'ensemble de ses actes interprété dans la continuité. On ne doit pas avoir un passif, on doit avoir un passé. Lorsqu'on a un passif, on ne fait pas de la politique. Très bien. Alors, je le disais, vous êtes aujourd'hui celui qui a qualité pour parler au nom du mouvement progressiste. Comparaison n'est pas raison. Mais l'affaire Robert Kona, Cabral-Libye, je rappelle que Robert Kona est l'un des fondateurs du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, également ancien militant de l'UNC, du temps d'Amadou Ahidjo, et quand il est parti du parti au pouvoir, il a créé le PCRN. Cabral-Libye en a pris la tête. On sait ce qui se passe aujourd'hui, le tumulte. Comparaison n'est pas raison, je le dis encore. Mais est-ce que cette affaire vous parle? Parce que je rappelle que Jean-Jacques Kindi est le président fondateur du mouvement progressiste et aujourd'hui vous en êtes le président par intérim. Je précise encore, comparaison n'est pas raison. Vous voulez savoir comment ça se forme les partis politiques? Non, je veux dire, est-ce que ce qui se passe au PCRN, est-ce que ça vous parle? Pour la gouverne des téléspectateurs, il faut que les gens comprennent très bien. Oui. Pour déposer le statut d'un parti politique, il y a un certain nombre de personnes, conformément aux dispositions légales, qui le font. Pour le cas du mouvement progressiste, ils étaient 32. D'ailleurs, le 6, au moment où nous sommes en pleine réunion, on a perdu l'un des fondateurs du mouvement progressiste, Justo Toto, qu'on va enterrer certainement le 20. Oui. Donc, il y a un certain nombre de partisans avec qui, ou d'alliés avec qui vous créez le parti. Vous n'en êtes que le président. Donc, vous n'êtes pas le président fondateur. Il faut retirer ce vocabulaire. J'entends les gens utiliser, on écrit même des phrases, on écrit des correspondances à un président fondateur. Il n'y a pas de président fondateur. Il y a le président du parti. Et moi, je suis très, très embêté quand j'entends, on me dit que Kona est le président fondateur. Dans les statuts, il n'y a pas de président fondateur. Il y a le président du parti, point bas. Donc, retirez ce mot président fondateur. Donc, ceux de l'administration qui écrivent à Kona au motif qu'il est président fondateur, c'est un vocabulaire qui n'existe pas dans les statuts. Donc, il faut que ça soit.
deuxième élément, c'est que lorsque vous avez ce statut, vous assumez une responsabilité que les pères vous ont léguée. Ça ne vous donne aucun droit. Parce qu'une fois que vous avez créé le parti, il vous revient de faire une convention pour vous faire adouber. C'est comme ça que ça fonctionne un parti. Et il y a dans les statuts du parti les éléments qui permettent de dissoudre le parti ou les éléments transitoires qui permettent de dissoudre le parti. Pour le cas d'espèce de Cabral Libye, je le dis avec autorité, Cabral a été un bonhomme qui voulait être juste. Or, en politique, parfois, il ne faut pas être juste. Lorsque Cabral a fait sa conférence de presse pour dire à tout vent, à tous les militants que aujourd'hui prend fin mon mandat, il avait oublié que Conan attendait de l'autre côté. Parce que dès lors, il créait un vide juridique qui a permis à Conan de venir. Donc, Cabral aurait pu constater ça et se taire. Ce n'est pas l'occasion de lui donner une leçon, il est suffisamment brillant. J'ai dit suffisamment brillant. Mais c'est cette voie-là, c'est cette disposition qui a permis à Conan de se rentrer dedans. Parce que d'ailleurs, Conan disait, bon, ok, bon, comme tu n'es plus le président, ton mandat est fini, je reprends mon parti. Et bien entendu, les gens tapis dans l'ombre se sont engouffrés. De la même manière, il y a des gens dans l'instance du mouvement progressiste qui étaient à des grades moins que moi, qui m'empêchaient à moi de convoquer les réunions. Il a fallu que le sous-préfet de Djibombari, Jean-Philippe Mébé, puisse nous confronter, ça rendre compte que c'est Zipan qui a qualité. Vous voyez que là, au moins, il y a un sous-préfet qui a essayé de trouver la solution. Ailleurs, il n'a pas eu la même chose. En tout cas, ce que je voulais dire, je vous souhaite de tout cœur de ne pas vivre ce que Cabral Libye vit. Ah ben non, je suis suffisamment armé dans ce sens-là. Et puis, dans la politique, il y a ce qu'on appelle la légitimité et la légalité. Au jour d'aujourd'hui, qui a légitimité pour parler au nom du PCRN, c'est Cabral Libye. Ce n'est pas la légalité. Il faut que les gens arrêtent de confondre. Ce n'est pas le seul élément. Le MDR de Dakolé d'Aïssala connaît le même problème. Pourquoi? Parce que lorsque un leader charismatique disparaît, généralement, il y a des gens touchants. On dit à mon patois que lorsque la banane malaxée au feu, très peu de gens mettent la main. Mais lorsqu'on porte, on dépose par terre, ça se refroidit, tout le monde met la main. C'est-à-dire qu'au moment où vous accompagnez le leader dans la démarche, la conquête de la légitimité, il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, j'ai fait toutes mes classes auprès de Jean-Jacques Kikindi. Je suis entré militant en 1991, j'étais étudiant. J'ai fait tous les chemins et les hauts et les bas. Donc, je suis qualifié pour parler au nom de notre récit. Mais aujourd'hui, le même problème se pose au MDR avec Maître Njorwe, qui est même sénateur, et donc, quelqu'un, parce qu'il est le fils de Dakolé d'Aïssala, prétend que c'est une propriété de son père. C'est extrêmement grave, ça. Hein? C'est-à-dire qu'au moment où ton père milite, fait le chemin avec un certain nombre de personnes, on ne vous voit pas, mais dès que le père disparaît, ah oui, le gars, il rappelle, c'est un peu une propriété familiale. Je me félicite que le coordonnateur général du mouvement progressiste l'a dit. Je ne tue pas le propriétaire du mouvement progressiste. Il y a des gens valeureux à l'intérieur. Je veux dire, en son temps, Robert Conan avait tenu des propos similaires. Je veux dire, vous savez, je ne pense pas que la cohérence intellectuelle de la hauteur de Jean-Jacques Kikindi est tout à fait à l'exemple de celui qu'ils ont. Je sais que le RDPC a l'embuscade. Parce que leur problème, c'est d'empêcher le plus au maximum possible. Quand vous dites de RDPC, vous parlez également de Jean-Jacques Kikindi. Oui, le RDPC a l'embuscade. Parce que bien entendu, Kikindi est allé au RDPC. Voilà. Il est allé au RDPC. Je le parle avec autorité. Il est parti au RDPC. Le RDPC est dans l'embuscade. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont le convaincre à revenir. Parce que je connais tous les délits et tous les démons qui suivent là-bas. D'accord. Alors, peut-être Xavier Messier, vous... Je reste très lié à lui, hein. Il en laisse toujours mon mandat. D'accord. Quelqu'un veut dire quelque chose sur... Allez-y, docteur. Oui, avant. J'ai suivi beaucoup d'attention. Mais vous voyez combien c'est difficile. Parce que lorsqu'on est coincé, on décide d'avoir une logique de journaliste, parfois on se dit, bon, oui, je vais être honnête. Mais lorsqu'on vous balance quelque chose qui est clair, qui est net, c'est difficile de dire, oui, il a quand même fait fort hier ou aujourd'hui, il s'est réveillé. Je reviens un peu sur l'hommage du professeur Maurice Kamto. Vous voyez, on parle d'hommage aux intellectuels. Que ce soit le premier hommage, on parle de l'intellectuel, et le second, on parle de l'intellectuel. Et puis j'ai tenu jeune au moment qu'on essaye d'établir une comparaison. On ne peut pas faire une comparaison entre le professeur et le professeur Maurice Kamto. Là, nous sommes d'accord là-dessus. On ne peut pas faire une comparaison entre l'élève et l'enseignant. On ne peut même pas penser une telle comparaison. Donc, du coup, non, on ne peut pas. On ne peut pas faire une comparaison, je dis bien aujourd'hui, entre le professeur Ona qui est décédé et le professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, lui-même, le professeur Maurice Kamto l'a dit dans son hommage pour montrer la grandeur de l'homme, la grandeur de la personne. Quand vous parlez de grandeur de l'homme, vous parlez de Maurice Kamto, je veux dire. De l'homme qui est tombé, de l'homme qui est tombé, du professeur Grégoire qui est tombé. Oui. Lui-même, il l'a dit.
de Joseph Owona, pardon. Oui. Lui-même, il l'a dit. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui vous dit, je lève les mains, c'est un grand homme. C'est un homme qui a fait de moi ce que je suis. Donc, on ne peut pas se lever et dire, bon, quand je vais vous dire, quelqu'un a fait de moi ce que je suis, et vous allez dire, je vais établir une comparaison. Non, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est même insultant à la limite. Maintenant, ce que nous avons reproché au professeur Maurice Kamto, c'est l'hommage qu'il a fait au professeur Mounou Diana. Et vous savez pourquoi? C'est pas poli de se lever et dire non, il n'a rien fait de mal. Et généralement, qu'est-ce que les acteurs ou alors les journalistes aiment souvent? Quand ça les arrange, hein, nous sommes des Bantous. Quand ça ne nous arrange pas, non, nous sommes africains. Quand ça nous arrange vraiment pas du tout, nous sommes civilisés, nous sommes très développés. Non, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains et nous avons une perception, nous avons, j'ai pas envie de dire une culture de la mort. Alors maintenant, lorsqu'il fallait faire, il était important de faire son hommage au professeur Mounou Diana, il pouvait le faire en 2 temps. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que l'hommage au professeur Joseph Owona, Maurice Kamto a rattrapé le coup. Il a rattrapé simplement, il s'est rendu compte qu'il était important qu'il rattrape le coup. Il était important qu'il rattrape le coup parce qu'il s'était embrouillé les pédales. Et à chaque fois dire qu'il n'avait rien fait de mal peut l'amener à croire que non, il avait fait quelque chose de mal. D'accord. Et d'ailleurs, il s'est rattrapé. Allez-y, Joseph Tafo. Léla, chez moi, on dit quand on parle des affaires d'État, les poules ne doivent pas s'y intéresser parce qu'elles n'ont pas de temps. Quand j'entends un représentant du RDPC, Docteur Simouel Aïno, que vous connaissez très bien. C'est le docteur Voilà. Simouel, avec tout le respect que je vous Voilà. Et qui est d'ailleurs votre ami. Je suis très embêté parce que le docteur Simon est votre ami? Parlant de... Je ne sais pas s'il faut répondre à cette question. Non, c'est pas une question. S'il faut répondre à cette préoccupation. Non, ça n'en est pas une. Mon ami, essayons un peu de regarder l'amitié dans le sens de la transition. C'est pas le sujet, je voulais vous taquiner. En relation avec B, en relation avec C. Donc C. Je vous en prie, ne me prenez pas à mon propre jeu, allez-y. Oui. Elle est mon amie. Moi, je suis l'ami de ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison, mes camarades politiques, sont ses amis. Je voudrais lui poser la question de savoir ce que font nos amis en prison. Ils ont été désobéissants. Je passe sur ce point-là. Ils ont été désobéissants. Soyez comme le MP. Vous n'iriez pas en prison. Je ne sais pas si le RDPC devrait glisser sur ce chemin. La dernière fois, je demandais quel genre d'hommage les Allemands pouvaient rendre à Hitler, ou alors les Roumains pouvaient rendre à Nicolas Ceausescu. Maintenant, quand vous parlez d'hommage, et au point de dire que Maurice Kamto a mal fait, parlons un peu d'Amadou Ahidjo. Quel hommage vous lui avez rendu? 30 ans qu'il est décédé, il est hors du pays. Votre créateur, ou alors le créateur de votre créateur, qu'est-ce que vous l'avez fait? Là où il se trouve, là, c'est un hommage. Parce que sans lui, vous ne serez rien. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a postulé, c'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous allez faire très fort en le condamnant à mort. Et quand on regarde le sort qui a été réservé à certaines personnes qui avaient eu la même décision judiciaire, ils ont été exécutés. Cela signifie que si Ahidjo n'était pas allé en exil, aujourd'hui, il serait mort peut-être avant exécuté. Et puis vous venez nous parler d'hommage qu'il faut rendre aux gens. Commencez d'abord par faire bien, avant de critiquer ce que les autres font. Et vous oubliez qu'Amadou Ahidjo, premier président de ce pays, il ne lui appartient plus de décider de sa vie ou alors de sa famille de prendre une décision. Parce qu'on vous a demandé à un moment donné pourquoi ces restes ne rentrent pas. Vous dites qu'il revient à la famille de décider. Alors de cette façon-là... Est-ce que c'est pas une gentille pirouette que vous faites? Parce qu'en ce moment on parle notamment de l'hommage rendu au professeur Joseph Owona. Est-ce que Maurice Kamto s'est rattrapé après le tollé qu'il y a eu quand il a fait l'hommage au professeur Mounou Diana? Se rattraper par rapport à quoi? J'étais sur ce plateau avec vous quand, au lendemain du jour où le professeur Maurice Kamto avait fait l'hommage au professeur Mounou Diana, j'ai dit simplement qu'il n'avait pas besoin de se rattraper concernant le professeur Joseph Owona parce qu'il n'avait trébuché nulle part. Il a dit des choses telles quelles. Non, je veux dire, le professeur Kamto, pour pouvoir se rattraper, il n'a trébuché nulle part concernant le professeur Mounou Diana. Il a simplement expliqué, dit quelle était la nature intellectuelle de leur rapport et puis quel était le problème qui les a opposés politiquement. Est-ce que c'est mauvais de rappeler un petit détail, ces petits détails-là?
tout en reconnaissant la qualité de l'intellectuel, mais en regrettant le fait qu'il ait utilisé cette intelligence au profit du mal. Et tout le monde sait, je le redis encore, tout le monde sait comment est-ce qu'il a été remercié, le professeur Mononzana, par ceux qu'il a servi hier. Tout le monde sait comment il a été remercié. Quand je dis remercier, c'est entre guillemets, parce qu'il est mort dans le dénuement total. Est-ce qu'il a moins de valeur que ceux qu'on rapartit, qu'on fait évacuer tous les jours avec nos impôts, avec tout ce qu'il a fait intellectuellement parlant dans ce pays? Il ne faudrait pas s'accrocher dans ce Maurice Kamto pour dire qu'il a dit ci hier et puis il se rattrape aujourd'hui. Il ne se rattrape nullement. Il a dit ce qu'il a dit. D'accord, ok. Oui, je voulais tout simplement dire qu'il ne faudrait pas que l'article de Jeune Afrique devienne une référence journalistique professionnelle. Non. J'ai lu l'article de Jeune Afrique. J'ai lu l'hommage que Maurice Kamto a rendu à Hubert Mononjana. C'est nous qui faisons des analyses de textes. Moi, je n'analyse pas un texte du même côté que le politique. Non. J'ai lu l'hommage que Maurice Kamto a rendu à Hubert Mononjana. Je crois que j'aurais écrit quelque chose de semblable. J'ai lu ce qu'il a écrit sur Joseph Ona, qui est tout à fait honnête, qui est tout à fait normal. Joseph Ona, personne ne saurait remettre en cause ses qualités professionnelles. D'ailleurs, je précise que Albert Zonga a également écrit un hommage très élogieux. Alors maintenant, et vous savez, les articles qui sortent dans certains journaux, on sait parfois que c'est commandé. On sait parfois que c'est commandé, c'est téléguidé, on le sait. Ça peut arriver, je ne dis pas que c'est le cas, mais lorsque Jeune Afrique écrit que Maurice Kamto s'est rattrapé, je me demande en quoi. En quoi? J'ai été sur plusieurs plateaux. De tomber dans le piège de la rencontre. Non, il n'y avait pas de piège. Moi, je vais dire que si j'avais à commenter de nouveau l'hommage que Maurice Kamto a rendu à Hubert Mononjana, je dirais exactement pareil. Je n'ai pas changé. J'ai été sur plusieurs plateaux de télévision à Yaoundé, de radio à Yaoundé. J'ai dit la même chose, que je n'ai pas trouvé de l'exploitation que le politique veut en faire. Ça, c'est tout à fait autre chose. Allez-y. Non, je pense qu'il faut faire très attention. D'accord. Le champ politique n'est pas le champ scientifique. Il ne faut pas faire ça. Et le problème au Cameroun, c'est que les journalistes que vous êtes, qui avec les plateaux extraordinaires, les grandes écoutes, vous devez faire aussi de la pédagogie. Prenez les grandes démocraties. Le grade universitaire n'entre pas dans l'espace politique. Prenez tous les gouvernements, les grandes démocraties, le grade universitaire n'entre pas dans l'espace politique. On a vu le gouvernement en France, on a vu des gens comme Laurent Fabius, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est agrégé dans au moins 3 filières. Mais à aucun moment dans l'espace politique, on l'appelle professeur. On l'appelle Laurent Fabius. Il n'y a même pas de monsieur là-dessus. Il n'y a pas. On a l'un des célèbres avocats français aujourd'hui qui est ministre de la Justice. Mais lorsqu'il va au Parlement, on ne l'appelle pas avocat. On l'appelle pas son nom. C'est vous les journalistes. Je vous incrimine. C'est vous qui avez entretenu ce truc-là. Dans le champ scientifique, laissez chacun avec son grade. Et ça s'exprime dans les universités. Et vous avez aujourd'hui des comparaisons terribles. Pour ça, moi, je ne suis pas agrégé. Il y a une comparaison. Sans vous couper, en politique, on n'a pas peur. Ah non. Je voudrais vous rassurer que c'est cet espace-là qui fait en sorte que les gens ont. Quand vous prenez chacun dans son espace, je peux vous dire que pour ceux qui ont des références universitaires, pour que le débat soit un peu, peut-être, c'est qu'on vous dit que ceux qui ont référencé, c'est eux qui font le jury des agrégations. Je suis sûr qu'au Cameroun, si on en prend, il y a beaucoup de gens constitués les plateaux qui n'ont jamais été membres de ce jury. Il faut faire très attention. Et là, et moi je suis très embêté, parce que lorsque je viens sur un plateau et que quelqu'un m'oppose à moi, naturellement, son grade universitaire, je vais dire qu'il est dans les sales draps. Je lui dis d'avance qu'il est dans les sales draps parce que je veux le prendre. Parce que dans l'espace politique, tout le monde s'exprime sur des sujets quand bien même il n'a même pas connaissance. Parce que c'est ça l'espace politique. Il n'a même pas connaissance. Xavier, je le connais très bien, j'ai lu ses papiers depuis mon jeune âge. Mais s'il rentre dans l'espace politique et qu'il n'a pas les éléments, il va prendre mal à partie parce que tu vas le prendre dans le revers et il va s'en rendre compte qu'il a affaire à quelqu'un qui ne s'attendait pas. Je terminerai là pour dire que
Et il y a un autre deuxième amalgame dans ce pays. Vous allez à Yaoundé, vous allez dans les ministères, on appelle tous les ministres Excellence. Ça dit que Excellence à gauche, Excellence. Même les gouverneurs sont Excellence. Même les préfets sont Excellence. Même les sous-préfets sont Excellence. Mais mettez quand même de la proportion dedans. Et il n'y a que 3 membres du gouvernement, au moins 3 personnalités qui peuvent avoir ce grade d'excellence. Le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Relations extérieures. C'est tout. Mais vous allez dans un gouvernement, c'est excellence à gauche, excellence partout, on fait pipi, excellence, on vous enfume le cerveau. Et donc, par conséquent, c'est ça qu'il faut dans ce que vous avez même de la difficulté à vous exprimer lorsque vous voulez dire quelque chose de extrêmement sensible. Et enfin, on peut avoir des gens qui ont des CEPE et qui gouvernent des agrégés si tant qu'il est compétent en la matière, parce que c'est l'espace politique. On a vu Pierre Beregovoy être l'un des premiers ministres en France les plus capés, qui n'avait pour diplôme que le CAP, mais qui en était très fier et qui a été un très bon Premier ministre, très adulé. L'espace politique n'est pas un espace de diplôme. Très bien. Vous avez Je voulais juste apporter une toute précision par rapport à ce que le Dr Simon a dit tout à l'heure. Il a dit que Maurice Kamto, entre le professeur Joseph Orona et Maurice Kamto, il y a un océan qui les sépare, il y a un qui est très grand. Moi, je dis qu'il faut quand même relativiser les choses. Maurice Kamto est dans son champ. Joseph Orona était dans le sien. Ce n'est pas parce que vous m'avez enseigné que je vais demeurer inférieur à vous. Si j'ai dans mes compétences, je peux poser des actes d'éclat au plan intellectuel, il n'y a pas un niveau, il n'y a plus d'équivalence. Chacun reste dans son domaine. Si vous dites quelque part que Joseph Orona est immensément au-dessus de Maurice Kamto, on ne vous prendra pas au sérieux. Et si on dit quelque part que Maurice Kamto est immensément au-dessus de Joseph Orona, on ne vous prendra pas au sérieux. Mais je crois qu'il faut rester, il faut laisser les gens dans leur domaine, à leur niveau, et reconnaître leurs compétences, comme Maurice Kamto a reconnu les compétences de Joseph Orona. Alors, on ne peut pas continuer d'entretenir l'idée que tel est au-dessus de l'autre. Non. Je crois que je suis désolée, chacun... Sans vous couper, vous l'avez peut-être dit, mais j'insiste encore ici en disant on ne peut pas établir une comparaison aujourd'hui entre Joseph Orona et Maurice Kamto. On ne peut pas non plus dire que l'un est au-dessus de l'autre. Sur le plan on ne peut pas forcément dire que l'un est au-dessus de l'autre. Ça, je le dis sur le plan universitaire. Et j'insiste là-dessus. On ne peut pas. À l'université, nous avons nos canons. Nous avons, je dis bien, à l'une, nous avons nos canons. Mais si nous restons sur le plan... Et d'ailleurs, même cet hommage, même l'hommage adressé qu'a fait Maurice Kamto a été clairement... Mais vous ne savez pas que la grandeur d'une personne, c'est de reconnaître la grandeur de l'autre. Mais pourquoi il n'a pas reconnu avec le précédent? Parce que vous ne voulez pas voir où est le problème. Pour faire des comparaisons. Non, Xavier, vraiment, on a compris ce qui se passe dans ce jeu-là. Et je dis... Heureusement. Vous reconnaissez également que la grandeur d'une personne, c'est de valoriser l'autre. Vous ne savez pas ça? Non. Maurice Kamto s'est réveillé. Il a compris qu'il était temps qu'il dise, j'ai envie de dire, la vérité. Très bien. Je vous ai rappelé ici qu'on a les papes du droit. Vous n'aviez rien dit. Vous savez qu'on a les papes du droit en politique, non? Et ça, vous cautionnez, apparemment. Vous cautionnez les papes du droit. Merci, Dr Simon. En moins de 30 minutes, le 31 décembre 2023, Paul Biya avait adressé le bilan de l'année 2023 au Cameroun et il a tracé les perspectives pour 2024. Docteur Marcel Simon, je propose qu'on ouvre ce sujet avec vous. Est-ce que Paul Biya a dit quelque chose de nouveau en 2024? Voilà. Je crois qu'on revient, on devient beaucoup plus sérieux parce que, pas dit qu'on n'était pas sérieux avant, mais on devient beaucoup plus sérieux maintenant. On va se rendre compte, Léla, au soir du 31 décembre 2023, qu'en 26 minutes, le chef de l'État a retracé les 365 jours du Cameroun. Il a touché tous les secteurs d'activité. Je dis bien en 26 minutes, il a retracé le Cameroun de 365 jours. Et ce qui est beaucoup plus particulier dans ce discours, contrairement aux autres, c'est que il s'est souvenu au 31 décembre 2022, il avait donné un ensemble, j'ai envie de dire, de promesses. Il avait donné un ensemble de promesses et il a dit, voilà, je reviens au 31 décembre 2023, je ne vais pas continuer avec les promesses. Il faut que je m'arrête et je leur étale ces promesses et leur dis clairement qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et en 26 minutes, on a vu le chef de l'État vous souligner
toutes les promesses données en 2022, celles qui ont été déjà faites, à quel niveau les unes se retrouvent? Celles qui ont déjà été faites. Celles qui ont été entamées, par exemple, à quel niveau les unes se trouvent? Et celles qui entamées, mais pas totalement réalisées. Pas été réalisées. Très bien, parce que il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il ne s'est pas arrêté sur celles qui ont été faites, celles qui sont en cours d'achèvement ou ceux qui n'ont pratiquement pas été faits, mais il vous donne les raisons. C'est un peu comme ce père qui vous dit, fiston, je vous donnerai 1000 francs lundi. Alors lundi, vous levez, vous lavez, vous attendez que papa vous donne 1000 francs, il ne vous dit rien. Vous rôdez, vous tournez, vous tournez. Est-ce que le fait que le chef de l'État donne les raisons, ça pardonne le fait que jusqu'aujourd'hui, on n'est pas d'eau, jusqu'aujourd'hui, on n'est pas de l'énergie électrique à profusion, jusqu'aujourd'hui, les routes ne sont toujours pas faites dans une bonne partie du Cameroun. Est-ce que le fait qu'il reconnaisse, je veux dire, en 2020, il en a parlé, en 2021, il en a parlé, en 2022, il a mis un grand accent sur les routes, mais on est en 2023, il en parle encore. Est-ce que ça parle? Est-ce qu'on lui pardonne pour autant? Oui, il en parle encore parce que c'est pas totalement achevé. C'est pas totalement achevé, mais ce n'est pour autant pas dit que rien n'a été fait. Docteur Simo, vous jouez avec les mots, c'est pas totalement achevé ou c'est pas achevé? Voilà, c'est pas achevé. On vous a parlé de 700 km de route. Est-ce que le Cameroun n'a que 700 km de route? Non, on est là. Et d'ailleurs, je suis à PK18, pour arriver ici, j'ai souffert. Alors, je fais partie de ceux qui ont des problèmes, en fait, qui vont vous dire, moi, je n'ai pas vu dans les 700 km, je ne me suis pas retrouvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le Cameroun n'est pas construit autour de 700 km de route. Il y a des routes à reconstruire au Cameroun. Il y a, j'ai envie de dire, le Cameroun devrait en principe être totalement en chantier. Et je suis d'accord que le Camerounais lambda, lorsqu'il ne trouve pas satisfaction, là se disent, ce chef d'État, tes routes, tu les fais un peu plus loin, moi je ne me retrouve pas. On vous a parlé de Lompangar depuis le 12 janvier, très récent, il est déjà opérationnel et ça va commencer à soulager une partie de la population. Mais vous vous rendrez compte que ce Lompangar soit ouvert, que tous les... Est-ce la première fois que le chef de l'État parle de Lompangar dans l'un de ses discours les ports, fin d'année? Que toutes les stratégies mises sur pied pour l'électricité soient développées et que le Camerounais ne sente pas de manière immédiate un changement dans sa vie de manière globale, on va toujours se dire il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc moi j'ai vu un discours, un chef de l'État qui, dans son discours, a regardé ces Camerounais dans les yeux et leur a dit voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que j'ai fait, voilà par rapport à telle situation, voilà à quel niveau, au niveau où nous nous trouvons, par rapport à telle autre situation, malheureusement, voilà les choses qui ne m'ont pas permis de les faire. Et à chaque fois que l'on vous dit, est-ce qu'on va le pardonner? Non, on ne peut pas quand même occulter aujourd'hui. Il est là. Les actions exogènes et endogènes qui nous entourent. J'ai même dit à quelqu'un, laissons même la crise ukrainienne, laissons la Covid, laissons A, laissons B, laissons C. On a une sérieuse épine sur le pied. Notre propre crise anglophone. On a une excellence. D'ailleurs, le chef de l'État a parlé de l'attaque du 6 novembre au moment où les militants du RDPC, on choisit de non, pas choisi. C'est une date écrite, c'est pas choisi. Je vous dis choisi comme si on se lève, on se dit bon, on va fêter. Je veux dire, au petit matin du 6 novembre, on a constaté que de nombreux Camerounais avaient été décédés. Dans nos programmes, dont on ne peut faire autrement. C'est dans nos programmes. Donc je dis, en dehors des crises exogènes, on a cette crise endogène-là qui est extrêmement difficile. Et comme le disait le gouverneur, imaginez que vous avez tout ce que vous aviez là et qu'il n'y a pas de sécurité. J'en suis convaincu, on ne serait pas en train de parler ce que nous parlons là aujourd'hui dans le Cameroun. On a fait face à de nombreux problèmes. Alors, Xavier, mais c'est après le discours prononcé par le chef de l'État en 2022. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes un citoyen camerounais, est-ce que vous avez senti une amélioration bien-être sur les plans, je ne sais pas, énergie électrique, eau, pouvoir d'achat? Vous savez, dans le vocabulaire des journalistes, on a l'habitude d'utiliser certains discours, certains propos, on les qualifie de marronniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des propos qu'on tient de manière cyclique, avec des gestes, avec le temps grec, avec les mots, avec certaines situations exactes. Et puis, quand on tient ce propos, nous sommes le 14 janvier 2024. Le 14 janvier prochain, 2025, on réchauffe. On enlève la date et puis on republie exactement la même chose. Alors, ce genre de marronniers deviennent ennuyeux. Ils deviennent ennuyeux.
Le discours que j'ai écouté le 31 décembre dernier faisait partie de ce marronnier-là. Je voudrais bien que les gens trouvent des choses là-dedans, c'est leur travail. Mais moi, j'estime que le chef de l'État, dans ces deux marronniers de l'année, c'est-à-dire le marronnier de 10 février pour la jeunesse et le marronnier du 31 décembre, quand on doit les faire, pour que ça cesse d'être de marronnier, il faut faire des déclarations d'éclat. Il faut faire des grandes annonces. Il faut faire des bilans. Il faut faire des projections et après, pour que ça ne soit pas un marronnier, l'année suivante, il faut vraiment tirer le bilan. Alors, nous sommes en crise politique. Nous sommes en crise économique. Nous sommes en crise culturelle. Je n'ai pas entendu une seule grande annonce par rapport à ce trois axes de crise. Les Camerounais, quand vous les voyez dans la rue, ils sont tristes, ils sont nerveux. Il y a des incertitudes sur le lendemain. Alors lorsque un discours arrive pour faire le point, il faut secouer les Camerounais, il faut les rassurer. Nous sommes dans une incertitude totale. Et nous étions arrivés, disons que, mais franchement, cette fois-ci, avec ces trois grandes crises, politiques, économiques, culturelles, quand le président va parler, il va dire quelque chose qui va secouer les Camerounais. On n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu. Et je vous assure que j'ai pris des dispositions pour suivre trois discours. Le discours du chef de l'État, le discours des partis d'opposition tels que le MRC et puis le parti de Cabral Libide. Bon, après, j'ai essayé d'écouter, mais je me suis dit que on a attendu vraiment que le chef de l'État dise des choses qui soient très éloignées de ses concurrents, ses rivaux. Bon, j'étais resté sur ma faim. Alors dire que je dois revenir aujourd'hui, je n'ai même pas consacré un éditorial à ce discours-là, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de fort qui puisse me permettre de faire un point éditorial là-dessus. Je n'ai pas trouvé. Mais c'est normal que les hommes politiques, selon leur bord, qui trouvent des choses excellentes. Mais moi, en tant qu'observateur libre, dans ma tête et dans ma pensée, ma manière de faire, pour moi, c'est resté un marronnier. Hilaire Zipan, Xavier Messier en parle en termes de réchauffer. Dit comme ça, est-ce qu'il y a encore un intérêt aujourd'hui, outre le fait que ce soit le chef de l'État, à consacrer la soirée du 31 décembre à écouter le président de la République? D'abord, c'est très difficile, hein, quand vous me posez la question comme ça. C'est une question très lâche. D'abord, c'est un rituel républicain. Il est de vœu de la République que le président de la République s'adresse à la nation. Docteur Simon a estimé que c'est en 26 minutes. Elle a pris peut-être le temps de chronométrer. Moi, je ne suis pas pour ce temps-là. Mais il est toujours bon d'écouter le président de la République. Parce que c'est quand même l'institution. Il fait le bilan de ce qui s'est passé, il trace le cap. On peut prendre secteur par secteur. Généralement, je suis très embêté parce que lorsque vous posez la question comme ça, c'est comme si je dois m'exprimer sur tout l'ensemble critique du sujet. Prenons secteur par secteur. Sur l'eau. Le président a indiqué que Yaoundé, pratiquement, c'est bouclé. Après combien d'années et quels sont engloutis? Parce que c'est comme ça qu'on fait la comparaison. Parce que ça ne sert à rien de dire, oui, on a réussi à mettre l'eau à Yaoundé. Mais quels sont les sommes engloutis? Vous attendiez notamment le chef de l'État sur ce point-là. Parce qu'il a cité les éléments. Il a donné les éléments, par exemple, sur l'énergie. C'est pour ça que j'y arrive. Vous voyez, laissez qu'on y arrive pour qu'on ait le fil conducteur. Deuxième, c'est sur l'énergie. On a un déficit énergétique tellement... Tous les indices, les études montrent qu'on va avoir encore de plus en plus le déficit énergétique. On a dû indiquer qu'il y avait pas mal de solutions. Sur les routes, on fait 700 km. Est-ce que c'est la cadence? Sur la santé, est-ce qu'on ouvre comment? Là, vous pouvez faire la critique aisée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme n'est pas bon? Non, ce n'est pas comme ça que la comparaison de la réalisation économique se fait. Elle se fait parce que le président de la République ne crée pas l'argent. Elle se fait parce que la République contribue en ce que l'on puisse avoir ce budget pour le faire. La comparaison meilleure, si vous voulez que je vous donne l'indication, c'est de prendre ce que les sommes, les Camerounais ont cotisé en termes impôts, en termes douane, en termes prêts, en termes recettes, et comment ils ont dépensé. Voilà comment elle est compréhensible. Peut-être comment. À mon sens, c'est comme ça qu'elle est compréhensible. Et là, je fais simple. On a projeté que les Camerounais doivent participer aux impôts pour 1800 milliards. Les Camerounais ont fait 110%. C'est-à-dire qu'on a contribué plus que ce qu'on attendait. Question, est-ce qu'on a bien utilisé cet argent pour qu'on ne puisse pas atteindre les résultats? Je réponds non. Dans ce cas-là,
elle est simple. 2. On attendait 880, 900 milliards à la douane. On a fait 106%. On a fait 1000 milliards. Ça veut simplement dire que les Camerounais payent leurs impôts, contrairement à ce qu'on écoute. Les Camerounais essayent, autant bien faire tu peux, à contribuer aux ressources de l'État. La question c'est, est-ce qu'on le dépense bien? Là, c'est où se trouve la critique. Et on a du mal à comprendre la dépense parce que le modèle économique camerounais est mauvais. Le modèle est mauvais, Léla. Le modèle est mauvais. On ne peut pas avoir une économie administrée. C'est le cas d'espèce. C'est-à-dire que la fonction publique a tout plombé au Cameroun et elle régule tout. C'est là où se trouve le goulot d'étranglement. Mieux, cette fonction publique a l'un des revenus les plus dérisoires qu'on puisse avoir. Élément de comparaison fait pour les pays au même niveau de développement, les salaires des fonctionnaires sont très bas. Pourquoi? Parce qu'on a pris un mauvais modèle en 1994. C'est-à-dire qu'au moment de la dévaluation, le Cameroun est le seul pays qui a choisi de diminuer les salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous en pâtissons. Voilà, c'est là où se trouve le débat. Maintenant, on peut faire les comparaisons. Est-ce que les 6 000 milliards que nous collectons chaque année et qui sont financés à 3 000 milliards par les prêts, par les emprunts, sont de rythme à donner une croissance aux 30 millions de Camerounais? Je réponds non. Vous voyez que là, que je ne sais pas de quel angle je vais devoir prendre. Maintenant, si vous dites, ouais, il y a 700 km de route, est-ce que le Cameroun a 700 km de route? Comparaison faite, quel est le pays qui peut être comparaison? Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, lequel? Parce que c'est ça, peut-être le modèle de comparaison. Je voudrais très humblement dire aux Camerounais qu'il est bon qu'on change ce modèle. Ça ne va pas nous amener quelque part. Pour deux raisons, Léla. Un, les Camerounais font beaucoup d'efforts, très peu de résultats. Deuxième élément, les hommes qui sont là sont des gens du passé, dépassés, d'un autre âge, qui ne perçoivent la chose de la même manière que nous. On a besoin de changer ces hommes politiques. Et c'est la raison pourquoi nous pensons qu'il faut que nous changeons ce modèle économique à travers des inscriptions, à travers des votes, à travers une perspective des hommes nouveaux qui arrivent pour que le Cameroun soit enfin libre. Joseph Tafo, comment s'annonce l'année 2024 à l'écoute du discours? Très difficile parce que le président ne nous dit pas, il constate, comme tous les autres Camerounais. Quels sont les points sur lesquels vous attendiez le président et si vous avez été déçu à la fin? Quels sont les points spécifiques sur lesquels vous l'attendiez? Je vais vous dire sincèrement que j'ai été déçu sur tous les points. Vous allez me permettre de développer, mais je vais déjà dire que quand vous entendez le président de la République parler, de deux choses l'une. Il se comporte, il fait un discours comme s'il était étranger au Cameroun. Ça signifie qu'il arrive là le 31, on lui donne un document de lire et il lit. Il ne se souvient pas de ce qui a été dit l'année passée parce que ce n'était pas lui. La deuxième chose, j'ai peur que le Camerounais pense, que le président pense, s'il était Camerounais, que le président pense que les Camerounais sont amnésiques. Parce que très souvent, il ne se souvient pas de ce qu'il a dit l'année passée, ou alors des promesses faites. Quand je comprends la très digne représentante du RDPC, Dr Simon, sur ce plateau, nous dire que le président a fait un bilan. Parlons des infrastructures, par exemple. Permettez-moi. En 2023, le président, j'ai le discours ici, c'est-à-dire que je vais faire un peu, vous allez me permettre de faire un peu de pédagogie, je ne vais pas spéculer, parce qu'elle a spéculé pour dire, le président a dit s'il a promis ça. Je m'en tiens à ses propos. En 2023, il nous dit ceci, les projets autoroutiers ne seront pas en reste au cours de l'année qui s'annonce, c'est-à-dire que 2024 qui s'annonce, le démarrage de la construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et celui de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Je voudrais déjà qu'on fasse une petite attention sur l'autoroute Yaoundé-Douala. En 2022, voilà ce que le président de la République avait dit sur ce même tronçon. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation des voies urbaines. Le lancement des travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et l'accélération des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé. Ici, il a dit Douala-Yaoundé. Vous allez comprendre la différence. En 2023, il dit Yaoundé-Douala. Vous allez comprendre la différence. Figureront au rang des priorités du gouvernement. Ça, c'est le discours du 31 décembre 2022.
Il n'y a pas de différence entre les deux. Maintenant, on revient jusqu'en 2021 encore. Le président de la République dit l'achèvement de la première phase des autoroutes Yaoundé-Simalet encore, Yaoundé-Douala et Kribi-Lolabé. Leur mise en exploitation est effective dans le cadre des partenariats publics-privés conclus. Ça, c'est un discours de 2021. Donc en 2021, la mise en circulation était effective. C'est ce que le président de la République a dit au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2022, il disait que les travaux vont être accélérés. Au 31 décembre 2023, il dit que ce sera l'une des priorités du gouvernement. Vous y comprenez quelque chose? On ne comprend pas. C'est pour ça que j'ai parlé de Maroni. Maintenant, on s'arrête pas là, ça c'est pour ce qui est des infrastructures routières, n'est-ce pas? Bien, maintenant, le président de la République également a parlé des dépenses de l'État. En 2023, il nous dit, s'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré. C'est comme si c'est par dépit qu'il le disait. Il a réitéré. Cela signifie qu'il a insisté. C'est comme si depuis qu'il insiste, on ne fait rien. Au gouvernement, mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. Pourtant, en 2022, il nous disait pratiquement la même chose. L'an dernier, dans les circonstances similaires, je vous faisais part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maîtriser les dépenses de l'État. Donc vous comprenez pourquoi en 2023, il dit qu'il a réitéré. Parce qu'en 2021, il a insisté auprès du gouvernement de réduire les dépenses et de réduire le train de vie de l'État. S'agissant de la gestion des ressources humaines, je veux dire les ressources financières, parlant de la corruption, en 2022, le président de la République invitait tous les citoyens à se joindre à lui pour combattre la corruption et les détournements de deniers publics. En 2023, au 31 décembre 2023, il nous a dit également, il nous a dit encore que l'année qui s'annonce, il sera impitoyable avec ceux qui jouent avec la fortune publique. Là, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'en 2023, vous avez souvenance de ce que des personnes qui s'amusent avec la fortune publique ont été inquiétées quelque peu et n'ont pas été inquiétées? Alors, quand le président de la République dit, dans sa lutte inlassable contre la corruption, j'ai envie de poser la question de savoir s'il est sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que si on prend l'article 66 de la Constitution qui dit les biens des hautes personnalités, des hauts commis de l'État doivent être déclarés avant l'entrée en fonction. Je voudrais rappeler que cette disposition existe dans notre Constitution depuis 1996. On est rendu à plus de 25 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? Le décret d'application. Si le président était sérieux, il aurait signé le décret d'application depuis plus d'une vingtaine d'années pour permettre à tous ceux qu'il nomme, y compris lui, de déclarer les biens. On ne serait pas en train d'entendre qu'un ministre a 2 milliards à son domicile, il a 50 véhicules, alors que quand il entrait en fonction, il n'avait pratiquement rien. Deuxième chose, les institutions qui ont été mises sur pied, la CONAC par exemple existe depuis 2006, après il y a le CONSUPÉ, après il y a la NIF, toutes ces institutions qui luttent contre la corruption et ceux qui jouent avec la fortune publique. Si le président était sérieux, il aurait donné un pouvoir judiciaire à ces institutions. Mais ce qui est curieux, c'est que chaque fois qu'elles vont mener une enquête ou alors faire un rapport, on le dépose sur sa table. Et il en a vu, c'est-à-dire qu'il peut décider que Xavier, qui a volé 10 milliards, son dossier est sur ma table. Le président Hilaire Zipan, qui n'a volé que 5 milliards, on le poursuit parce qu'il a moins de sensibilité ou alors il a moins d'entrée à la présidence que lui. D'où vient-il que l'exécutif doit absolument être inféodé au judiciaire? Je m'arrête pas là, s'il vous plaît. Oui. Si le président, rapidement pour que les autres puissent oui, également si le président était également sérieux dans sa lutte contre la corruption, il ne serait plus encore le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que celui qui décide de l'avenir et du sort des magistrats. Il aurait laissé le pouvoir judiciaire s'auto-gérer. Pourquoi le président de la Cour suprême, par exemple,
ne peut pas être le président du Conseil supérieur de la magistrature, quitte à ne pas être obligé à rendre compte au président de la République. Nous avons par exemple sur la table le dernier rapport sur le coronavirus, le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, où les hauts magistrats de ce pays ont fait un rapport s'agissant de la gestion de cet argent. Si le président de la République était sérieux, quand il dit qu'on l'aide à lutter contre la corruption, quand il dit qu'en 2024, on sera encore impitoyable, aux prévaricateurs, le président de la République aurait demandé depuis à ces hauts magistrats ou alors au TCS, qu'est-ce qui cloche dans l'ouverture des enquêtes contre ceux qui ont été particulièrement cités ou nommés dans le rapport de la Chambre des comptes. Docteur Marcel Simon, parlant justement de la lutte contre la corruption, comme disait Joseph Tafo, le chef de l'État en 2022 disait que ceux qui s'enrichissent de façon illicite vont rendre des comptes. Comment est-ce que vous analysez le fait qu'en 2023, qu'on n'ait pas vraiment vu la justice s'activer sur des cas qui ont fait polémique dans l'opinion publique? Je parle notamment de la CAN, je parle du rapport Covid de la Chambre des comptes. Vous savez, Léla, ce qui concerne la justice au Cameroun, je suis souvent très gênée d'en faire des commentaires. Tout à l'heure, longtemps, vous aviez posé la question à quelqu'un. Je me suis abstenue vraiment de ne pas parler de ça, de 1 an de Martinez de Gaulle. Et délibérément, volontairement, on ne vous a rien dit de bon. Pourtant, sur ce plateau, nous savons tout ce qui est en train d'être fait. Nous savons comment les choses sont en train de bouger. Nous savons comment c'est en train de bouillir du côté de Yaoundé. Je suis souvent très sceptique lorsqu'on parle de la justice au Cameroun, parce que les Camerounais ont les acteurs politiques, je vais dire ça comme ça, pas les Camerounais, ont cette perception-là que pour eux, la justice doit fonctionner comme eux, ils pensent. Nous savons combien la problématique de corruption a toujours été, n'est-ce pas, au devant de toutes les batailles du chef de l'État. Nous savons, sur le plan social, laissons même l'aspect politique, laissons même l'aspect d'acteur ci ou ça, nous savons ce que c'est qu'un mal comme la corruption peut entraîner à un État. Et d'ailleurs, on en parle régulièrement. On ne peut pas vous dire aujourd'hui le véritable problème du Cameroun, l'un des problèmes majeurs, voilà, j'arrive du Cameroun, c'est même cette corruption-là, c'est cette mauvaise gestion des fonds publics que le chef de l'État appelle chaque fois de tous ses voeux au comité de l'État, a dit ayez une gestion sereine des biens des fonds de l'État, ayons une gestion rationnelle des biens de l'État, ayez une gestion parcimonieuse des biens de l'État, ça tout le monde le sait. Mais à côté de ça, de toutes les actions qu'il mène, quelqu'un vous fait des récits et tout, on se comporte comme si aucune nation n'a été menée. J'ai envie de dire, bien que je ne sois pas, je vous ai écouté allez-y, docteur. Et en souffrant même d'ailleurs. Mais je me suis battue pour rester polie et rester. Non, c'est que je voulais rester la femme polie que je suis. Allez-y, docteur, Voilà. Docteur Simon. Donc, je suis parfois contre cette action-là, que nos prisons soient remplies. Vous allez à Kondengui, c'est rempli. Vous allez à Newbel, c'est rempli. Parce qu'on vous a dit opération épervier. Parce qu'on vous a dit ci. Parce qu'on vous a dit ça. Moi, j'ai eu la chance de demander à un procureur un jour, et notre argent, c'est où? Parce que vous le gardez là, moi, il ne me sert à rien. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Pour dire notre argent. Et d'ailleurs, j'allais même plus loin en disant, vous oubliez par exemple que le Cameroun, la peine de mort, il a encore inscrit la peine de mort. Hein. J'ai dit, mais pourquoi ne pas la remettre sur le tapis? C'est-à-dire, quelqu'un commet un acte... Docteur, je ne vous coupe pas, mais je veux dire que je n'arrive toujours pas à avoir la réponse. Comment est-ce que vous analysez le fait que la justice ne se soit pas activée en 2023? Ou alors ça a été fait de façon officieuse? Non, elle n'a pas se fait de façon officieuse. Je démontre clairement ici là que le temps, la justice a un temps propre à elle, ce qui est normal. Le citoyen que nous sommes avons un temps propre à nous, ce qui est normal. Mais aucune nation n'est restée souterraine. Aucune nation n'est restée... Aucune nation n'est restée souterraine parce qu'aucune action n'a été menée? Non, pas aucune action n'a été menée. Lorsqu'il vous a parlé de la Chambre des comptes, on a vu des la question, c'est qu'est-ce qui ont commencé à être menées. Tout le monde voyait comment ça bougeait dans tous les sens. On ne va pas me dire que rien n'a été fait. Je crois que la Chambre des comptes, c'était en 2020 ou 2021. Comme tout Camerounais, nous sommes en 2020.
premier rapport est venu en 2020. Nous sommes en 2024. Ce que nous voulons, c'est que dès ce qu'on vous dit, Xavier Messi a volé, allez, que j'en attrape Xavier Messi, et qu'on le lance à Nubel, on aura satisfaction. Au non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le dire à certains acteurs politiques, que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça ne veut pour autant pas dire que des actions ne sont pas menées. D'ailleurs, un dernier rapport est sorti qui mettait en exergue ce que les actions liées à la CONAC ont rapporté à l'État du Cameroun. Moi, je ne me réjouis pas de ça. Je continue à le dire parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait, ou du moins, il est temps qu'on adopte des méthodes beaucoup plus dures, beaucoup plus drastiques. Si ça peut empêcher, pas empêcher, automatiquement ça n'empêchera pas, c'est un fléau social, mais ça peut réduire la corruption au Cameroun et favoriser l'émergence tant souhaitée par le chef de l'État. Hilaire Zipan, après une première hausse du prix du carburant en 2023, le gouvernement camerounais n'exclut pas aujourd'hui l'hypothèse d'une autre hausse en 2024. Le contexte, l'inflation qui tutoie les prêts de 8% en fin 2023, ça c'était en fin 2023, le pouvoir d'achat des Camerounais qui s'affaiblit de plus en plus. Est-ce que, je pose la question à l'analyste politique que vous êtes, est-ce qu'on est à l'abri d'un 2008 remake? Je rappelle qu'en cette année-là, à cause de l'inflation, augmentation du prix du porc, augmentation du prix du carburant, les Camerounais avaient exprimé leur désapprobation. D'abord, je voulais dire un ou deux mots d'abord à l'endroit des téléspectateurs sur le socle d'un État, c'est d'abord sa justice. Et quand il n'est pas efficace, il n'y a pas d'État. Parce que rien ne me lie ou rien ne conditionne mon mode de vie par rapport à Xavier Messier, par rapport à toi, si tant qu'il n'y a pas de justice. Oui. Donc, c'est le socle. Et là, le traité, je me félicite que la sociologue, là, c'est la sociologue qui a parlé, n'a pas parlé comme un... Il y a des dispositions légales qui sont plus adaptées. Mais nous traînons ça, et c'est ça qui fait la difficulté. On ne doit plus avoir la chambre des comptes, non, on doit avoir une cour de compte. Cour de compte. Oui. Elle n'est plus adaptée à la chambre, elle n'est plus adaptée. C'est pour ça que bon, c'est au gré, une fois que le rapport est fait, on le reverse complètement sur le point aussi naturellement, à la personne du président de la chambre de la Cour suprême. Mais il est libre de faire le rapport, de ne pas en tenir compte ou pas. C'est autant de choses. Je pense que ce que nous devons dire, ce n'est pas le but d'avoir raison. C'est que nous puissions forger une société qui nous permette aujourd'hui d'être adaptés à son temps. Et pour l'heure, Leïla, il y a beaucoup de manquements dans notre justice. Je m'arrête là pour ne pas avoir des pans entiers. Le deuxième point que tu sembles soulever, c'est naturellement ce point. Vous savez, les Américains votent le président en fonction de celui qui leur donne $1 ou de celui qui leur retire $1. C'est ça, le premier socle de l'électeur américain. Le premier socle de l'électeur européen, c'est celui qui est en capacité de lui faire payer moins d'impôts. C'est le premier motif de l'électeur européen. Le premier motif de l'électorat camerounais, je ne suis pas sûr. Mais lorsqu'on voit les études de sondage telles qu'elles sont faites, la première préoccupation des Camerounais, c'est l'emploi, avant le pouvoir d'achat. Et là, je suis assez gêné, Leïla, parce que vous soulevez un secteur sur lequel... Un secteur, pas sur lequel, un secteur où il faut analyser avec beaucoup de minutie. Pourquoi? Il y a là toute une pédagogie qu'il faut faire. Et pour comprendre pourquoi on en est là. Nous avions eu notre pétrole depuis les années 72. Nous le produisons, mais nous ne le raffinons pas. Mise en place de la Sonara. 2, la Sonara brûle en 2019 et il faut la reconstruire. Jusqu'aujourd'hui, 5 ans après, toujours rien. J'ai pris ces 2 dates pour que nous comprenions que quand bien même la Sonara fonctionnait, on ne raffinait pas la quantité de pétrole nécessaire pour notre économie. Je fais simple pour que les téléspectateurs comprennent, parce que c'est dans un secteur dans lequel je suis. Et depuis 2019, nous importons tout le carburant que nous consommons. Ça fait des sorties de devises. Question là. Est-ce que nous achetons le pétrole le plus bas au niveau international pour avoir le coût le plus bas rendu au Cameroun? Je réponds non. Parce qu'à l'heure actuelle, on a un seul trader désigné par le gouvernement qui fait office de négociateur pour l'achat du carburant, quand bien même vous êtes marketeur, les marketeurs étant Total. Il y a là un premier problème. Deuxième problème, Leïla. Lorsque vous prenez la structure des prix
à la pompe, vous verrez qu'il y a 12 fois de TVA dans le même prix. Deuxième élément. Troisième élément, vous avez un montant affecté que chaque Camerounais paye au litre de carburant, qui est un soutien à l'économie de l'État, qui est de 48 francs. Comme les Camerounais adorent bien Google, ils n'ont qu'à aller à Google vérifier. 2, il est de 63 francs pour le soutien à la Sonara. Léla, depuis 2019, sommes cumulées, collectées par l'ensemble des consommateurs camerounais. Soutien à l'État, 1200 milliards. Soutien à la raffinerie, 1400 milliards. Besoin pour remettre en cause la Sonara, 300 milliards. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour le mettre en marche. Pour remettre la Sonara en marche, il faut 300 milliards. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a collecté auprès du consommateur lambda 1400 milliards. Là encore, je reviens, le modèle n'est pas bon. Enfin, vous nous dites, on doit être à l'abri. Non, le président a dit, on va augmenter. Pourquoi on va augmenter? Parce qu'en fait, lorsqu'on subventionne, c'est pour qui? C'est pour le Camerounais qui a un pouvoir d'achat faible, et vous l'avez si bien dit. C'est le gars de la moto, c'est le gars du taxi, c'est le gars qui se déplace pour aller au champ. C'est pour lui qu'on Justement, la subventionne. question que je pose, c'est est-ce qu'on est à l'abri d'un 2008? C'est pas l'abri, laissez que j'y arrive, madame. Oui. Léla. C'est pas ceux-là qui consomment les quantités à l'heure actuelle que nous avons besoin. Je rappelle en passant que le Cameroun consomme à peu près 200 millions de litres par trimestre. Mais 200 millions de litres par trimestre, ce n'est pas consommé par le gars de la moto, pas le taximan, pas le gars qui va au champ. C'est consommé par la cimenterie. Et là, je vais vous faire mal, vous allez comprendre. Et j'aimerais bien que... Comment vous pouvez subventionner le carburant que vous vendez au brasserie du Cameroun? Pourquoi? Pourquoi vous subventionnez le carburant que vous donnez aux forestiers pour aller couper le bois? Pourquoi vous subventionnez le carburant que vous donnez à celui qui creuse l'or? Pourquoi vous subventionnez le Camerounais à l'usine? Pourquoi vous subventionnez? C'est-à-dire qu'on dit le modèle n'est pas bon, mais on m'explique chaque jour que le modèle est bon. Mais c'est simple. Vous le vendez plein pot et vous subventionnez ceux qui sont bas. C'est pas midi à 14h. Vous savez que le pouvoir d'achat est faible, mais il peut tenir. Et je vais plus loin en disant on peut discipliner les motos avec ça. C'est la stratégie du mouvement progressiste. Vous dites, dorénavant, pour consommer à la pompe, pour celui qui subventionne, qui prend le carburant subventionné, un, il doit être en règle. Deux, il ne doit plus bâcher. Est-ce que ça ne résout pas le problème? C'est le politicien, c'est lui qui est capable d'imaginer. Là, on n'a pas besoin, et je l'ai dit, si le chef de l'État augmente sans ne pas faire payer le plein pot à ces cimenteries là, nous serons dehors. Très bien. Nous serons dehors. Je dis à l'avance, nous serons dehors. Il est temps qu'on nous appelle, qu'on s'assied sur un plat, qu'on s'assied dans des salles, calmement, et qu'on donne des pistes. On ne peut pas subventionner le carburant qu'on donne à un forestier pour nous créer le réchauffement climatique. Ce n'est pas normal. On ne peut pas, je ne sais pas à quel on dit. Et je dis bien, on met au gouvernement en garde. S'il augmente le carburant sans ne pas évaluer ces différentes pistes-là, ils nous auront en face. Alors, Xavier Messier, comment et à quel moment, là j'interroge la mémoire du journaliste, comment et à quel moment la vie chère est devenue le commun des Camerounais? D'abord, à partir des années 80. À la fin des années 80, lorsque nous sommes rentrés sur les injonctions de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, on nous a mis sur l'ajustement structurel. Et puis le pic, c'est à partir de 1994, lorsqu'il y a eu, il le disait tout à l'heure, quand il y a eu la baisse des salaires, les Camerounais sont rentrés dans une tourmente sociale et économique incroyable. Et depuis ce temps, les choses se sont empirées. Les prix des matières premières, les prix des denrées de consommation courante n'ont jamais baissé. Donc, le Camerounais... Je vais dire, est-ce que le Cameroun a été le seul pays impacté? Non, je prends un peu de son temps. Justement. Je prends un peu de son temps. Non, pourquoi on ne prend pas? La question, allez-y, Xavier. Xavier, je l'aide un peu. Oui. On avait 14 pays de la zone franc. Oui. Un seul a choisi de baisser les salaires. Oui. C'est le Cameroun. Les autres ont arrêté de recruter parce que c'était deux formules. Vous arrêtez de recruter à la fonction publique et au bout de 10 ans, vous relancez avec le pouvoir d'achat élevé. On revient au modèle économique dont vous parlez. Voilà. Donc on est le seul pays qui avons choisi de baisser. Et aujourd'hui, continuer à recruter, il faut. Mais justement, on a baissé et on continue à recruter. Et justement, on a pas aujourd'hui. Il faut souligner Et l'économie à l'époque était de 1200 milliards le budget de l'État. Voilà. Nous sommes à 6 000 milliards. Allez-y, Xavier Messier. Il a donné carrément les raisons. Donc, ce qui fait que dans la sous-région, c'est-à-dire quand je dis sous-région, la zone CFA,
les Camerounais sont restés les plus pauvres. On a vu au Gabon, notamment, quand il y a eu cette baisse de salaire, les Gabonais sont descendus dans la rue et le président de la République est revenu sur la décision. Le Sénégal, c'était exactement pareil. 25% de réduction, alors que le Cameroun a été frappé d'à peu près 63%. Ce qui fait que si vous gagnez à peu près 100 000 francs à l'époque, aujourd'hui, votre pouvoir d'achat est nul. Parce qu'avec l'augmentation des denrées, le Camerounais est resté l'Africain le plus asphyxié et le plus pauvre. Et rien n'a été de manière concomitante, rien n'a été fait pour pouvoir relever cette situation-là. Rien. Le Cameroun a continué de recruter et recruter au détriment de la production agricole. Nous avons vu des zones rurales qui ont été systématiquement fermées. Par exemple, les API Est qui ont contribué énormément à développer cette zone ont été fermées. Nous avons vu la zone du Septentrion avec des structures comme la Semri, comme le fil de blé, tout ça a été fermé. Nous avons vu du côté de l'ouest la Semri la Soderim qui avait démarré lentement mais fortement, ça a été supprimé. Et nous avons vu également la production de café à l'ouest qui a été abandonnée. Donc, rien n'a été fait pour relever l'économie du Cameroun. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens en appauvrissant plutôt les pauvres Camerounais. Alors, pardonnez la petite entorse, mais j'aimerais prendre tout d'abord le docteur Marcel Simot et j'aimerais vous prendre sur le plan sociologie. La vie qui devient de plus en plus difficile au Cameroun, les Camerounais qui se plaignent mais ne font concrètement rien pour que ça change. Je parle du petit peuple. Le calme des Camerounais, je parle de cette capacité à accepter, à subir, cette résilience. Comment est-ce qu'il faut l'expliquer sur le plan sociologique? Oui, c'est une préoccupation très importante, Léla. Mais il faudrait que les Camerounais comprennent quelque chose d'important, qu'une éducation de masse. Et je le dis souvent, et puis vous ne me comprenez pas, et à un moment, on se rend compte que non, elle avait raison sur ce qu'elle disait là. Il faudrait bien qu'une éducation de masse soit faite au niveau des populations de manière générale. Des Leur capacité à réagir? Oui, des Camerounais dans son ensemble. Il faudrait qu'une éducation de masse soit faite parce que malheureusement, la perception que le regard qu'on porte sur les Camerounais aujourd'hui, et malheureusement, je vais le dire de manière comme il le présente très souvent, c'est que le RDPC n'a rien fait, Paul Biya n'a rien fait. Vraiment, c'est l'homme à abattre. J'ai peur qu'on s'éloigne, de la question que je pose. Non, je veux dire comment est-ce qu'il faut analyser la capacité des Camerounais. Allez-y. C'est la sociologue. Oui, allez-y. Et c'est les meilleurs thèmes que je puisse utiliser. C'est quoi, lorsqu'il a parlé de réduction de salaire, je lui ai dit il y a une politique camerounaise qui est mise sur pied et que ces journalistes et les hommes politiques ne mettent jamais en avant. C'est que l'État du Cameroun a préféré recruter beaucoup et donner un peu. C'est aussi une stratégie qu'il faut applaudir. Oui, mais non, c'est un mauvais modèle aujourd'hui. Je suis peut-être d'accord. Et donc c'est une stratégie qu'il faut applaudir. Et dans les Camerounais, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas ou bien. Oui. Non, j'y arrive. J'ai dit bien, voilà avec ta problème. C'est qu'on est dans une situation où on devrait faire comprendre aux Camerounais qu'on ne vit pas en autarcie aujourd'hui. On ne vit pas en autarcie. On a peut-être des stratégies, des modèles qu'il faut repenser. Je suis totalement d'accord. On a des modèles qu'il faut repenser. Non, nous sommes ensemble, là. J'ai peur. Ou alors c'est moi qui ne comprends pas. On a plein de modèles qu'il faut repenser. Je suis d'accord. Mais les méthodes ou alors les modèles que nous utilisons aujourd'hui, ils ne se plus adaptés. En fait, la question que je pose, c'est l'analyse de la capacité des Camerounais à accepter, à subir. C'est la question. C'est la question que je pose. Vous voulez la revanche? Je vais revenir là-dessus. C'est la question que je réponse dans ma question. Si vous l'avez pas, avant de terminer, je dis bien. Il faudrait bien que les Camerounais comprennent que le Cameroun ne vit pas en autarcie. Il faudrait qu'on se mette tous au travail. Ce n'est pas une histoire de Paul Biya, ce n'est pas une histoire du RDPC, ce n'est pas une histoire des institutions, c'est une histoire des Camerounais. Que l'on se mette au travail et que l'on regarde ce Cameroun autrement. Que le regard de Messi ne vous donne pas l'impression que le Cameroun est tout à fait noir. Le Cameroun, c'est un verre à moitié plein. Xavier, mais c'est en une minute. La question que je pose, comment est-ce qu'on analyse la capacité des Camerounais à accepter
la gêne de Dr Simon à répondre à cette question. Non, je ne suis pas gênée, Xavier. J'ai l'impression que soit c'est moi qui pose mal la question, soit c'est... Mais il n'a pas compris. Je n'ai pas envie de dire que vous aussi, vous n'avez pas compris. Elle est bien posée. Je vais dire ceci. Xavier, je ne suis pas gêné et je ne vous laisserai pas le dire. Une population qui est je ne suis pas gênée. privée de tout. Une population qui est privée de tout. Voilà ce que vous dites. C'est pourquoi j'insiste sur l'éducation de masse. Oui. La seule réaction que cette population a, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire l'éducation, par exemple, qui est présente toujours, la seule réaction que cette population peut avoir, c'est des soulèvements. Et pourquoi le Camerounais ne se soulève jamais? Pourquoi le Camerounais ne se soulève jamais? Il faut le dire, c'est la vérité. Oui, voilà les effets de votre proximité. Il y a une rupture entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Regardez les pays qui nous entourent. Jamais vous trouverez des policiers, des militaires en train de frapper sur les populations. Vous avez vu c'est la peur. C'est la peur parce qu'il y a un décalage total entre les forces de l'ordre qui ont hérité de la culture coloniale, c'est-à-dire la répression. Ils ont hérité de la culture, la répression. Et les Camerounais qui ont peur, n'est-ce pas, de la répression. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Vous ne verrez pas les gendarmes, les policiers aller frapper sur les populations. Pourtant, ils se soulèvent. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ouagadougou. Toute la population, tout le peuple était dehors. On n'a jamais vu fouetter. Au Mali, on n'a jamais vu fouetter. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. On n'a jamais vu fouetter. Mais lorsque le policier frappe il frappe systématiquement. Donnez-moi un exemple. Il frappe systématiquement. Donnez-moi un exemple. Moi, je veux savoir, parce que je ne me retrouve pas dans votre schéma. Attendez. Donnez-moi un exemple. Docteur Simon. Donnez-moi un seul exemple. En février 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Les soulèvements, les émeutes de la faim, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et on a frappé. Il y a eu des morts. On a frappé sur... Ah, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de morts. Au Niger, il y a pas de morts. Joseph Tafo a la parole. Docteur Marcel Simon, Joseph Tafo a la parole. Allez-y. Nous parlons avec des actes. Allez-y. Docteur Marcel Simon, allez-y. Il faut comprendre la capacité de résilience des Camerounais en expliquant que nous sommes dans une dictature. Et une dictature, pour asseoir son hégémonie, on ne peut pas dire que nous sommes dans une dictature quand vous êtes sur un plateau de télévision et que vous dites que c'est ce schéma. On a la liberté de bavardage, on n'a pas la liberté d'expression. Il ne faut pas mélanger tout ça. Oui, c'est justement pour ça que je parle de dictature. Parce que quand on tient... Oui, parce que quand on tient un langage différent du vôtre, vous agitez le spectre de la prison, des menaces. C'est ce qu'elle vient de dire là. Donc je ne serais pas surpris qu'au sortir d'ici, je sois interpellé au bas de votre télévision, comme mon camarade Maître Kenya avait subi dans une chaîne concurrente. Je disais donc que dans une dictature, il y a trois choses qu'ils instaurent. Il y a la corruption. Il faut fermer, il faut permettre à n'importe qui de percevoir l'argent un peu partout, indûment. Il y a l'injustice concrète. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous êtes sûr qu'en allant en justice ou alors dans une unité, on ne pourra pas vous rendre justice normalement. Ça vous affaiblit moralement. Il y a le climat de terreur. Il y a le climat de terreur qu'on instaure. Ça, c'est le troisième pilier que la dictature instaure. Et vous allez regarder la scène politique camerounaise, tous ces piliers-là on en vit tous les jours, on vit ça tous les jours. Il y a le climat de terreur surtout qui est installé. À peine vous voulez ouvrir la bouche, soit on vous chicote, soit on vous ramasse, on vous met en tôle, soit on vous zigouille par exemple, comme on l'a fait avec Martinez, on parlait à l'entame. Donc voilà ce qui explique la capacité de résilience. Mais ça me fait me rappeler encore d'un passage de la lettre de Célestin Monga en 90, quand il disait « Ne vous méprenez pas de la patience manifeste des Camerounais. Ils sont capables du meilleur comme du pire. » Parce que les gens ont tendance à croire que parce qu'on est résilient, et du coup, on n'a plus de conscience, on n'a plus de moralité, on n'a même plus de force de se battre. Mais pourtant, on vit au plus profond de nous. On ne souhaite pas la violence au Cameroun, mais ceux-là même sont en train de préparer les germes de cette violence. Il est insipant. Oui, malheureusement. Je voudrais dire qu'on a peut-être regardé le discours du chef de l'État dans l'analyse du passé, mais il a donné une prospective. Moi, je vais être très honnête. Rapidement. Il a dit, sur les projets existants qu'il a réalisés, il y a le projet de Mbalam. Oui. Et là, par contre, il faut mettre un accent là-dessus. Et pourquoi je le soulève? Parce qu'à l'heure actuelle, les Camerounais ne sont pas tout à fait prêts
à consommer ces sommes d'argent qu'on va mettre sur le carreau. Léla, il y a 5600 milliards qu'on va engloutir en Balam. On n'a aujourd'hui pas de patronat camerounais en ordre d'aller défendre les sous-traitances qu'on aura complètement en Balam. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de ministres, pas des mauvais, qui ont quand même pu sortir ce projet-là. Il faut féliciter ces ministres-là. Non, ils ne voient pas ça. Il faut féliciter ces ministres-là. Moi, je suis un homme d'affaires. Voilà. Moi, je vais dans ce secteur-là. Dis par exemple que le fait de Mbalam, c'est 50 années d'exploitation. Quand vous voyez les sommes englouties, quand vous voyez les perspectives de développement, quand vous voyez par exemple ce qu'on va avoir comme potentiel en ce qui concerne le port de Kribi, quand vous voyez le chemin de fer, il faut féliciter le ministre des Transports. Ça, il faut le dire. Au loin de ceux que je suis, il est du RDPC. Mais je voudrais dire que si aujourd'hui, nous les Camerounais, nous ne mettons pas un cadre nous permettant d'aller percevoir ces sommes-là, et malheureusement, là, je suis désolé, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire simplement que aujourd'hui, les Camerounais sont en capacité de pouvoir se développer avec ces projets-là, donc booster le taux de croissance, mais contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes dans des menus fréquents de bagarre inutiles. Le GCAM, par exemple, doit retrouver rapidement toute sa place pour aller défendre ces intérêts-là. En deuxième lieu, les banques doivent donner des facilités en ce qui concerne les déploiements. En troisième lieu, les fonctionnaires doivent être à l'écart parce qu'il reviendra à eux d'aller défendre leurs intérêts au lieu de s'agripper à côté de nous les hommes d'affaires, pour que nous puissions avoir un développement. Et tout cela, avec une bonne conclusion, il faut que ces jeunesses s'inscrivent sur les listes électorales. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter l'émission parce que Makeda... Docteur Simeux, j'ai l'impression que... Moi, je suis journaliste, je ne suis pas un homme politique. Xavier, je présente des faits. Je présente, et puis je suis un journaliste. Et même par empirisme. Je suis désolé, je le dirais à mon tour. Je ne caresse pas dans le sens du poil. Je ne caresse pas dans le sens du poil malheureusement. Merci Xavier, merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci à vous, docteur Marcel Simon. Je n'ai pas eu le temps de on a malheureusement pas... Makeda, justement, c'est une émission de sport qui prend le relais là tout de suite. Malheureusement, Makeda et ses invités, ils attendent déjà. Et le deuxième sujet, ils vont en parler. Les poulains de Rigobertson qui sont en ce moment en Côte d'Ivoire. Je voulais malheureusement que chacun de nous dise un mot sur la question Ngando Piquet qui a dû rejoindre la Côte d'Ivoire par route. Mais bon, on n'a pas le temps. Certainement, Makeda et ses invités. Je dis Ngando, peut-être qu'on ne crache pas dans la soupe. Merci également à vous, Joseph Tapo, d'avoir été avec nous ce dimanche. C'est nous qui vous remercions. C'est toujours avec plaisir qu'on représente le MRC sur votre plateau. Et puis, je vais insister à la suite du président Zipran que les Camerounais aillent s'inscrire sur la liste électorale pour mettre hors d'état de nuire. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain sur Spectrum Télévision. On a dit que même sans code électoral, nous irons aux élections. Oui, même sans code électoral, nous irons aux élections. Zéro boycott. Non, on ne boycotte pas. Makeda, tu peux te faire, c'est pas normal, hein?